Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes là apparemment. La voix est claire? Oui, très bien. Donc on commence. Donc bonjour tout le monde. Je suis Dr Houem, maître assistante en neurochirurgie et responsable du module de neurochirurgie. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter ensemble une question très très importante dans ce module de neurochirurgie, c'est le traumatisme crânien. Alors, le traumatisme crânien, le traumatisme crânio-encéphalique, c'est une pathologie très très fréquente dans le monde entier et en Algérie aussi. Donc, elle représente un problème de santé publique carrément. Alors, avant de commencer, on va définir d'abord c'est quoi un traumatisme crânien. Un traumatisme crânien, c'est l'ensemble des lésions crâniennes, crânio-encéphaliques qui sont provoquées par un choc, bien sûr, mécanique sur la tête. On peut la définir aussi comme étant un événement mécanique qui va survenir sur la tête. Je répète, un traumatisme crânien, c'est l'ensemble des lésions crânio-cérébrales qui sont dues à un traumatisme, un choc sur la tête. Il faut savoir, avant de commencer, que le traumatisme crânien,
ce n'est pas un traumatisme comme les autres traumatismes du corps, c'est-à-dire traumatisme thoracique, abdominal, etc. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi c'est un traumatisme particulier. Le traumatisme crânien, c'est vrai, c'est un traumatisme qui va provoquer des lésions cérébrales, des lésions de l'enveloppe, donc cutanée, etc. Donc, dans le cas de traumatisme cérébral, traumatisme crânien sévère, il s'agit non seulement d'un traumatisme organique en réalité, mais un traumatisme de la personnalité du patient. Je m'exprime. Un traumatisme de la personnalité. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Il y a une atteinte des capacités mentales du patient. Et cette atteinte de la capacité mentale du patient, automatiquement, va provoquer une modification de la personnalité du patient. S'il y a une modification de la personnalité du patient, surtout je parle du traumatisme crânien sévère, il y aura un problème, très très souvent, un problème d'intégration dans la société, sur le plan donc social, professionnel et sur le plan même familial. Donc, un traumatisme crânien, crânio-cérébral, c'est un traumatisme donc organique et un traumatisme de la personnalité. Donc, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, si je parle entre parenthèses dans ce cas-là, du traumatisme crânien sévère, donc bien sûr celui qui va s'en sortir et celui qui va rester vivant après un traumatisme crânien sévère. Alors, sur le plan épidémiologique, on a dit que le traumatisme crânien constitue un problème de santé publique, donc c'est la première cause d'atteinte du système nerveux central. Donc, c'est une cause très très fréquente d'affection du système nerveux central. On va classer les étiologies. La première, bien sûr, ce sont les accidents de la voie publique, les accidents de travail aussi. Donc, concernant les accidents de la voie publique, s'il s'agit par exemple d'un traumatisme, d'un polytraumatisé, dans 70% des cas, le décès dans les accidents de la voie publique est dû à un traumatisme crânien. Donc, généralement, le taux de mortalité au cours d'un accident de la voie publique, au cours d'un accident de la voie publique, le décès est dû dans 10% des cas à un traumatisme abdominal, thoracique, etc. Mais dans 70% des cas, il est dû à un traumatisme crânien. Donc, autrement dit, le traumatisme crânien fait le pronostic d'un polytraumatisé. Donc, chez l'enfant, pardon, chez l'enfant, c'est aussi l'accident de la voie publique, mais aussi une deuxième cause, ce sont les accidents domestiques. Ce sont les résultats des statistiques. En réalité, à Annaba, au niveau du pavillon d'urgence chirurgicale, le traumatisme crânien est dû à un accident de la circulation, accident de la voie publique, les chutes, mais aussi accident de travail, mais aussi il y a une cause très très fréquente, surtout à Annaba, ce sont les agressions. On voit beaucoup d'agressions, donc par un objet contondant, par des sabres, parfois carrément. Donc, c'est une cause très fréquente à Annaba. Il faut savoir que la mortalité est très, très élevée concernant les traumatismes crâniens graves. Et j'insiste sur les séquelles dans 60% des cas des accidents, des traumatismes crâniens graves, ça va laisser des séquelles, comme j'ai déjà dit, des séquelles psychogènes, des séquelles donc, dans la personnalité en elle-même. Très bien. Un deuxième point très important dans ce cours, on va poser la question, quels sont les mécanismes d'un traumatisme crânien? Il faut savoir, il y a deux mécanismes. Un traumatisme crânien sans impact et un traumatisme crânien avec impact. On va commencer par le traumatisme crânien avec impact ou bien le traumatisme crânien par choc direct. Dans ce cas-là, vous avez quoi? Un choc, une énergie du choc qui va heurter la boîte crânienne. Il y a un choc, quelle que soit l'origine de ce choc, qui va être soumis sur la boîte crânienne. Dans ce cas, si l'onde du choc va être stoppée, va être absorbée ou bien va être arrêtée par les enveloppes, disons cuir chevelu par la boîte crânienne, donc elle va provoquer au maximum des lésions cutanées, ou bien scalp,
des lésions osseuses, fractures, au maximum de barrure, sans transmission de l'onde du choc vers l'encéphale. Dans ce cas-là, vous aurez donc une onde du choc qui a été absorbée par les enveloppes. Si on va dire enveloppe, ça veut dire quoi? Enveloppe, ce sont cuirs chevelus, donc structure cutanée, et la boîte crânienne, donc maximum, fracture, lésion cutanée. Sur le plan cérébral, si vous faites le TDM cérébral, il n'y a pas de lésion cérébrale. Dans ce cas-là, on va dire que l'onde du choc a été complètement absorbée par les enveloppes. Dans le cas contraire, l'onde du choc, elle est très importante. Il y aura une transmission de l'onde du choc vers le cortex. Par exemple, il y aura quoi? Une contusion cérébrale. Une onde du choc plus profonde, elle va atteindre la substance blanche et structure plus profonde, va provoquer par exemple une attrésion cérébrale ou bien une contusion cérébrale profonde. Dans le cas le plus grave, une onde du choc plus importante, vous aurez quoi? Carrément des lésions axonales diffuses, c'est-à-dire des lésions des axons carrément. Donc je répète, vous avez un choc direct, une onde de choc avec une énergie, une certaine énergie, ça dépend l'énergie du choc, ça dépend le type du choc. Soit, premier cas, absorption de l'onde du choc par les enveloppes, donc vous aurez lésion cutanée, fracture maximum, sans lésion cérébrale, c'est le cas favorable, le pronostic est bon. Le cas contraire, une transmission de l'onde de choc vers l'encéphale. Pour cela, on aura parfois un choc, par exemple, un traumatisme à droite, avec une lésion à gauche. Choc droite, lésion à gauche, c'est quoi? C'est une transmission de l'onde de choc vers le côté contralatéral. Ce qu'on appelle le coup et le contre-coup. Je répète, s'il y a une transmission de l'onde du choc du côté droit, par exemple, vers le côté gauche. Donc, vous faites une TDM cérébrale, vous allez trouver une contusion cérébrale à droite et de le côté contralatéral, une contusion cérébrale, par exemple, à gauche ou l'hématome subdural aigu. Donc, pourtant, le traumatisme est à droite, on va dire, c'est quoi? C'est quoi? C'est le choc et, pardon, le coup et le contre-coup. Ça, ce qu'on appelle le traumatisme crânien par choc direct. C'est pour cela, parfois, au niveau des PE chirurgicales, on va admettre des patients avec des lésions cutanées très, très importantes, un scalp, parfois une fracture osseuse, mais le patient, il est conscient, 15 sur 15. Donc, pourquoi? Les enveloppes ont complètement absorbé le choc. Donc, là, il ne faut pas s'alerter. Dans le cas contraire, vous allez recevoir un patient comateux ou bien masqueré avec un petit impact, une petite contusion cutanée sur la tête. Dans ce cas-là, donc les enveloppes n'ont pas absorbé le choc. Il y avait quoi? Il y avait une absorption complète et totale de l'onde du choc par l'encéphale. J'espère que je suis très très claire. Dans ce cas-là, on a terminé avec le traumatisme crânien par impact direct. Deuxième type de traumatisme crânien, c'est le traumatisme crânien sans impact direct. C'est le fameux phénomène de l'automobiliste, le chauffeur qui porte la ceinture, qui va être soumis à des forces d'accélération, décélération. Donc, la tête va être soumise à des énergies cinétiques conjuguées d'accélération, décélération. Donc, dans ce cas-là, il y aura quoi? Donc, la tête, elle est immobile, va être soumise à des forces d'accélération, décélération. En fin de compte, vous allez me dire comment il y aura des lésions cérébrales sans choc direct. Dans ce cas-là, il s'agit d'un déplacement de l'encéphale, du cerveau contre les enveloppes, contre la voûte crânienne, par exemple. Donc, l'encéphale en elle-même va être heurté contre la structure osseuse. Ceci va provoquer, dans un cas moins sévère, par exemple, une contusion, ce qu'on appelle une contusion bipolaire, par exemple une contusion frontale et une contusion temporopariétale. Dans le cas le plus grave, ce qu'on appelle des lésions de cisaillement, d'étirement, il y aura quoi? Carrément, cisaillement et étirement des neurones, c'est ce qu'on appelle une lésion axonale diffuse. Il faut savoir qu'une lésion axonale diffuse, c'est une lésion grave et pratiquement irréversible.
Alors, on va commencer par détailler lésion par lésion. Donc, on va commencer par les lésions de la boîte crânienne. Donc, on va commencer par les enveloppes. On va faire les lésions cutanées, les lésions osseuses, puis on va entamer les lésions cérébrales. Vous savez, avant d'entamer les fractures du crâne, un scalp, bien une lésion cutanée peut être grave pour deux raisons. Quelle est la première raison qui va rendre une plaie cutanée grave? Le premier risque, c'est quoi? C'est le saignement. Donc, si vous allez recevoir au niveau de pavillon d'urgence chirurgicale un patient présentant une plaie cutanée qui saigne, il faut arrêter le saignement rapidement par compression d'abord, puis rapidement pour faire des points séparés et il vaut mieux de faire des points en X pour bien arrêter le saignement. Quel que soit, vous êtes dans un CHU, vous êtes dans des structures loin de CHU, il faut jamais envoyer le patient, donc par évacuation, etc., avec les lésions cutanées qui sont en train de saigner. Il ne faut jamais faire cette bêtise qu'on voit ça tous les jours. Parfois, le patient n'a pas de lésion cérébrale grave, il a juste cette lésion cutanée qui saigne et il va arriver au niveau de pavillon d'urgence chirurgicale avec une hypotension et il va décider par juste l'hypotension. Donc, je répète, le premier risque des lésions cutanées, c'est quoi? C'est le saignement. Il faut toujours arrêter un saignement cutané, faire des sutures par des points séparés ou la avec des points en X, faire un pansement très compressif, comme ça vous allez être sûr que votre patient ne va pas saigner au cours du trajet, c'est dans le cas d'évacuation. Le deuxième risque du scalp, la lésion cutanée, c'est le risque infectieux. Là, on a terminé par les lésions cutanées. Concernant les lésions osseuses, alors, soit vous avez une fracture linéaire, c'est le cas le plus simple, bien une fracture cognitive. Embarrure, c'est quoi une embarrure? C'est une fracture avec enfoncement osseux. Donc, vous avez ici une fracture linéaire, en bas, une fracture frontale. Mais dans ce cas-là, c'est une fracture linéaire isolée. Vous voyez ici, il n'y a pas de lésion cérébrale. Donc, ce n'est pas grave. Donc, deuxième cas, deuxième type de lésion, une fracture embarrure. C'est une fracture avec enfoncement osseux dans la boîte crânienne. Dans ce cas-là, l'embarrure, vous voyez cette image, c'est une embarrure, voilà, avec enfoncement. Donc, il y a le risque très important des lésions cérébrales sous-jacentes. Par exemple, si vous avez une embarrure avec embarrure sur une région rolandique sur la zone fonctionnelle, vous aurez une hémiplégie, un déficit moteur. Donc, il y aura retentissement. Alors, quels sont les autres retentissements, mis à part le déficit moteur, c'est bien les zones fonctionnelles de l'embarrure? Le premier risque, c'est quoi? C'est postérieurement, vous aurez peut-être des crises épileptiques par irritation du cortex. Deuxième risque, qui est le risque très, très important, c'est le risque infectieux. Il faut savoir, la plus grande partie des embarrures sont opérables, on opère dans notre service la majorité des cas des embarrures. Quand est-ce qu'on n'opère pas une embarrure? Quand l'enfoncement n'est pas très, très sévère. Et parfois, il y a des embarrures qui sont sur une région fonctionnelle, bien sûr, un sinus. Dans ce cas-là, on n'opère pas pour éviter le risque d'aggravation post-opératoire. Donc, concernant les structures osseuses, on a vu les structures, donc fractures simples de la voûte du crâne, linéaires ou cognitives, sont lésions cérébrales. On a vu fractures embarrure, fracture avec enfoncement, avec le risque infectieux et le risque épileptique. Il y a d'autres types de fractures, ce sont les fractures de la base du crâne. Concernant les fractures de la base du crâne, il y a une fracture très, très particulière, c'est la fracture du rocher. Dans ce cas-là, vous avez cette image, diamètre cérébral, une fracture du rocher. Voilà, c'est une fracture qui va se manifester cliniquement par des autoragies, écoulement du sang par l'oreille et parfois même écoulement du LCA, c'est-à-dire autoré. Donc, autoragé, autoré. Et le signe le plus important qu'il faut chercher, donc, vous êtes de garde, pays chirurgical, interne, résident première année, je ne sais pas. Vous avez un patient, un traumatisé crânien présentant
autorager, autorager, il faut d'abord s'assurer qu'il s'agit d'une autorager et pas une autorée. C'est quoi la différence? Autorager, c'est lésion, donc c'est du écoulement du sang. Ça peut être juste une lésion locale, du pavillon, de l'oreille, etc. Mais une autorée, ça veut dire quoi? Une effraction de la dure-mère. Dans ce cas, ça change le tout. Dans ce cas-là, il faut mettre le patient rapidement sous traitement antibiothérapie, triple antibiothérapie, donc comportant le flagile. Donc, par exemple, la Genta et flagile. Pourquoi? S'il y a une autorée, ça veut dire il y a une fraction de la dure-mère. Donc, le risque de méningite est très, très important. Il faut savoir toujours protéger vos patients au niveau de pavillon d'urgence chirurgicale qui présentent des autorées par une triple antibiothérapie. Deuxième signe à rechercher, c'est la paralysie faciale. Et exactement, la paralysie faciale périphérique qui est très, très fréquente. Comment vous allez chercher sur le plan l'examen clinique? Par la présence du signe de Charles-Bell. Donc, la présence du signe de Charles-Bell, ça veut dire qu'il s'agit d'une paralysie faciale périphérique et vous êtes sûr qu'il y a une paralysie faciale. Vous allez me dire comment je peux, donc parfois, l'autoragée, elle est très importante et elle est mélangée avec l'autorée. Comment je veux être sûr qu'il s'agit d'autoragée et ce n'est pas une autorée? Vous pouvez utiliser les bandelettes de la chimie des urines. Donc, vous allez tester. S'il y a glucose positif, ça veut dire qu'il y a du LCR, parce que c'est ça le test des autorées. Alors, toujours, c'est une fracture de la base du crâne, exactement, fracture de la base du crâne de l'étage antérieur. Donc, la première fracture, c'est une fracture du rocher de l'étage postérieur. Deuxième fracture, c'est fracture de la base de crâne, l'étage antérieur. Toujours, le risque, c'est quoi? C'est la rhinorrhée. Attention, attention aux rhinorrhées. Si vous avez un patient qui présente des rhinorrhées, il faut toujours mettre le patient sous triple antibiothérapie, parce que le risque infectieux est très, très important. Ça aussi, c'est une fracture de l'étage antérieur, fracture de l'arcade orbitaire, fracture cognitive, aplatissement carrément du front de ce patient. Voilà, c'est une fracture en barrure. Voilà, sur le plan esthétique, qu'est-ce que ça donne? Donc, on opère l'embarrure pour le risque infectieux, pour le risque, donc pour éliminer le problème donc, de d'aggravation neurologique, mais aussi pour un but esthétique. Là, il y a cet aplatissement. Vous voyez, sur le plan chirurgical, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cure de l'ombarrière. On va enlever cette partie osseuse, on va la remettre à sa place. Voilà. Alors, deuxième type de lésion, troisième type de lésion, que je périphérique, enfin, des enveloppes, c'est une lésion, ce qu'on appelle une plaie crânio-cérébrale. C'est la lésion la plus grave. Dans ce cas-là, il y aura quoi? Effraction des enveloppes cutanées, effraction de la voûte crânienne et malheureusement, effraction de la dure-mère et même lésion directe cérébrale. Le risque infectieux, il est très, très important. Alors, comme étant des futurs médecins généralistes, comme étant des internes, des futurs internes ou des d'urgence chirurgicale, quand vous allez recevoir ce genre de patients, il faut faire une cure de la plaie. Il faut bien nettoyer, il faut enlever tout ce qu'il y a à l'extérieur pour au minimum diminuer le risque infectieux avant l'intervention du neurochirurgien. Et bien sûr, il faut mettre le patient d'emblée sous triple antibiothérapie. C'est une lésion très, très grave. Voilà. C'est une agression, donc une plaie pénétrante. L'image est un petit peu difficile. Je m'excuse pour l'image. Toujours une plaie crânio-cérébrale. Voilà. Là, c'est une lésion très spéciale, balistique, donc traumatisme par balle. Voilà, c'est l'orifice d'entrée et l'orifice de sortie. Ce sont les lésions provoquées par une lésion balistique. Donc, on a terminé par les lésions cutanées, les lésions osseuses. Je répète rapidement. Donc, fracture linéaire, fracture communitive, fracture en barrure. Dans le cas le plus grave, une plaie crânio-cérébrale. On entame le deuxième type de lésion.
toujours élémentaire et lésions par choc direct. Le fameux hématome extradural. Il faut savoir que l'hématome extradural est la plus grande urgence en neurochirurgie et parmi les plus grandes urgences, c'est-à-dire elle constitue non seulement une urgence chirurgicale, mais parmi la plus grande urgence chirurgicale. Donc au niveau de pavillon d'urgence chirurgicale, vous allez recevoir comme une grande urgence, par exemple, un hématome extradural, une plaie cardiaque, traumatisme de la rate. Donc, l'hématome extradural parmi les cas les plus graves qu'on peut recevoir au niveau d'urgence chirurgicale. Un patient qui est non opéré, ça veut dire qu'elle va décider de façon automatique. Donc, cet hématome extradural va être dû à un saignement, soit un saignement durmérien, via un saignement de l'os. Donc l'os, il faut savoir que l'os est formé par la table interne et la table externe. Entre les deux tables internes et externes, il y a une diploïde qui est vascularisée. Parfois, si vous avez une fracture osseuse, il y aura un saignement d'origine osseuse. Puis petit à petit, il y aura la formation de cet hématome. Ou bien, deuxième cas, il est dû à une rupture de l'artère méningée. Donc, un hématome extradural, c'est une collection donc, sanguine qui va être formée entre la table interne, donc entre l'os et la dure mère. La région la plus fréquente, c'est la région temporale, temporopariétale. Vous allez me dire pourquoi la région temporale, pourquoi la région temporopariétale. Tout simplement, c'est une région richement vascularisée, donc on trouve l'artère méningée moyenne. En plus, dans cette région, la dure mère est facilement décollable. Elle peut être facilement décollée par un saignement. Et la troisième raison, l'os est très fragile dans cette région. Je répète, pourquoi l'hématome extradural, qui est une collection sanguine entre la table interne et la dure mère, pourquoi il est fréquent dans la région temporopariétale? Pour trois raisons. Cette région temporale, elle est très vascularisée. Là, on trouve l'artère méningée moyenne avec ses branches. Deuxième raison, la dure mère dans cette région, elle est facilement décollable. Et la troisième raison, c'est que l'os, il est très fragile dans cette région. Deuxième pathologie, c'est l'hématome sous-dural. On parle, dans ce cas, de l'hématome sous-dural aigu, de l'hématome sous-dural chronique. On va commencer par l'hématome sous-dural aigu. C'est un saignement entre la dure mère et l'arachnoïde. Généralement, c'est une collection sanguine entre la dure mère et l'arachnoïde qui est due à un saignement des petites veines corticales, etc. Donc, il y aura un saignement entre la dure mère et l'arachnoïde. Il faut savoir que les lésions qui sont dues à l'hématome sous-dural aigu, généralement, c'est une lésion de mauvais pronostic et elle s'aggrave généralement en lésion secondaire. Alors, l'aggravation, elle est parfois rapide. Elle est rapide et on admet un patient par un petit hématome sous-dural aigu. Le lendemain, va fondre son score et va devenir comateux. Donc, l'hématome sous-dural chronique, l'hématome sous-dural aigu, c'est une lésion parfois même minime. On voit un patient qui présente une lame d'hématome sous-dural aigu, mais sur le plan clinique, il est inconscient. OK? Sans terminer avec l'hématome sous-dural aigu, on va parler directement de l'hématome sous-dural chronique. Alors, contrairement à l'hématome sous-dural aigu, l'hématome sous-dural chronique, c'est une pathologie du sujet âgé, donc des vieillards. Il s'agit d'une formation d'un petit hématome sous-dural aigu qui va au début par un traumatisme minime, beaucoup plus chez les vieillards. Avec le temps, il y aura, donc sur place, il y a un traumatisme minime, donc un vieux de 70 ans va heurter sa tête contre le mur suite à sa chute de son lit. Le traumatisme, il est bénin, il n'y a rien. Après quelques jours, après quelques semaines, maximum 20 jours, vous allez recevoir ce patient au niveau de pavillon d'urgence chirurgicale pour une collection sanguine importante entre la dure mère toujours et les cortex. Mais cette collection, donc, qui va augmenter de volume de petit à petit suite à des phénomènes osmotiques jusqu'à devenir carrément hémisphérique. Dans ce cas, c'est l'hématome sous-dural chronique, mais par rapport à l'hématome sous-dural aigu, c'est une affection plus ou moins bénigne et si elle est traitée à temps. Donc, si vous allez opérer votre patient rapidement,
le pronostic est très, très bon. Là, c'est quoi? C'est un hématome extradural. L'image typique en lentille biconvexe hyperdense. Donc, l'image, pardon, une minute, voilà, pardon. Cette image, c'est un hématome. Pardon, il y a un petit problème. Il y a un problème technique. Pardon. Excusez-moi, je ne sais pas, il y a un problème. Je ne sais pas, il y a un problème qui est arrivé, ou je ne sais pas ce qui se passe. Je reviens dans une minute. Je suis de retour. Je ne sais pas, j'ai un problème. Je ne sais pas, est-ce que je suis toujours connectée maintenant ou non? C'est bon. Mhm. Très bien. Très bien. Très bien. Je vais répondre après pour les questions. Donc, apparemment, il y avait un petit problème. Pardon, s'il vous plaît. Allô? C'est bon? C'est clair? Dites-moi, s'il vous plaît, si vous m'écoutez ou non maintenant. دي حاجة. Alors, pardon. Maintenant, on termine. Très bien. Cette image s'agit d'un hématome extradural. Donc, l'hématome extradural, c'est une lésion entre la dure mère et la boîte crânienne. Elle est typiquement en lentille biconvexe, hyper dense. Deuxième lésion, c'est quoi? Là, on voit beaucoup de lésions, beaucoup plus. C'est un hématome sudjural aigu. Voilà, c'est une image hyper dense en croissant. Là aussi, vous avez quoi? Des hémorragies méningées, des hémorragies cérébro-méningées. Là, c'est un important hématome sudjural aigu. Vous voyez. Bon, on va faire peut-être pendant les séances de révision, on va faire l'interprétation de l'EDM cérébral. D'accord? Là, c'est un hématome sudjural aigu, pourtant n'est pas très très important, mais vous voyez ici un engagement très très important. Ce patient est décédé. Hein. Alors, mis à part l'hématome sudjural aigu, l'hématome extradural,
On a aussi ce qu'on appelle l'hémorragie méningée. Donc, on a déjà vu cette image. Par exemple, là, c'est une hémorragie cérébro-méningée. Il faut savoir que l'hémorragie méningée, elle est responsable, dans grande partie des cas, elle est responsable de l'état d'agitation. Donc, si vous allez recevoir un patient très agité au niveau des urgences chirurgicales, il s'agit d'un patient qui présente une hémorragie méningée. Alors, d'autres types de lésions, ce sont les contusions. Là, c'est quoi? C'est une contusion cérébrale frontale droite. Là, c'est une contusion cérébrale frontale. Vous voyez ici le coup et le contre-coup, le coup et le contre-coup. Donc, contusion frontale, donc droite et gauche. Là aussi, c'est une autre contusion. Et vous voyez ici l'hémorragie intraventriculaire. Donc, tout ce qui est hyperdense au niveau de la TDM cérébrale. Et tout ce qui est hyperdense, c'est du sang. Là, les ventricules sont remplis du sang. Alors, je vois quelques questions ici. Alors, pardon. Très bien. Je vais répondre aux questions après. Donc, je répète, les lésions, je vais récapituler. On a vu des lésions des enveloppes, lésions cutanées. On a vu des lésions, osseuse, fracture osseuse simple, linéaire, ou bien fracture cognitive. J'ai oublié de vous dire un truc très important. Parfois, concernant les fractures, on voit sur la radiographie du crâne juste une disjonction des sutures. Donc, une disjonction anormale des sutures, c'est l'équivalent d'une fracture. Hein, d'accord? Donc, puis, deuxième, c'est toujours le fracture. Donc, je suis en train de répéter. Hein, c'est une fracture avec un enfoncement, c'est l'embarrure. On a dit le risque, c'est le risque infectieux, le risque donc esthétique bien sûr, le risque infectieux, le risque cet enfoncement va parfois provoquer des lésions cérébrales. Puis on a entamé les lésions, pardon. Puis on a entamé les autres types de lésions, l'hématome extradural qui est une collection entre la dure mère et l'os qui se manifeste par un antibiconvexe. On a dit que c'est la plus grande urgence en neurochirurgie. Deuxième lésion, on a dit l'hématome suddural aigu, collection entre la dure mère et le cortex. Elle se manifeste par une collection en croissant. L'hématome suddural aigu est grave. Le deuxième type d'hématome suddural, c'est l'hématome suddural chronique, pathologie spécifique pour les personnes âgées, qui va être due à un traumatisme minime chez le vieillard. Quelques semaines après, donc, il y aura des phénomènes osmotiques qui vont agrandir cette lésion. 20 jours, 15 jours, va se présenter le patient pour un déficit moteur, pour un syndrome frontal, pour des céphalées, et vous allez trouver un hématome suddural chronique, souvent hémisphérique, parfois même bilatéral. D'autres types de lésions, on a parlé des hémorragies méningées, sont très très fréquentes. Des contusions cérébrales, c'est quoi une contusion cérébrale sur le plan anatomique? C'est une lésion cellulaire cérébrale. Et l'état le plus grave des lésions cérébrales, du contusion cérébrale, c'est une attrésion cérébrale. Ça veut dire, d'abord, la contusion cérébrale est plus ou moins superficielle, elle va toucher beaucoup plus le cortex. Attention, je répète, la contusion cérébrale elle est plus ou moins corticale, contusion frontale, temporale, beaucoup plus va siéger au niveau d'épaule. Hein, des pôles frontaux, temporaux, et l'attrésion cérébrale, on dirait, c'est d'une façon plus simple, c'est une contusion cérébrale sévère. On va même trouver des nidifications du cerveau dans la région là où il y a cette contusion. Il y a aussi les hémorragies intraventriculaires. Très bien. Alors, après avoir expliqué les lésions qu'on peut trouver au cours d'un traumatisme crânien, alors, comment on va prendre en charge notre patient qui présente un traumatisme crânien? Bien sûr, dès l'arrivée du patient, on va poser la question quelles sont les circonstances de survenue. Est-ce qu'il s'agit d'un traumatisme par un objet contondant, traumatisme par chute d'un objet lourd sur la tête, une agression, accident de la voie publique, chute deuxième étage, chute troisième étage, c'est pas kiff-kiff. Donc, en fonction
fonction du genre du traumatisme, on va intervenir, on va être alerté ou non pas alerté. Alors, il faut toujours poser la question, y a-t-il une notion de perte de connaissance initiale ou non? C'est très, très important. Et on faut toujours poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un patient pareil ou non? Est-ce qu'il est hypertendu pour les personnes âgées? Est-ce qu'il est diabétique, etc.